Bonjour les amis, j'espère que tout va très bien. Il est 9h12, c'est le bon horaire pour se retrouver. L'émission s'appelle 9h50, mais puisque nous diffusons les clips des candidats à l'élection présidentielle, on arrive un tout petit peu plus tôt. Vous avez le droit d'avertir votre famille, vos voisins, vos amis. Peut-être que vous êtes en vacances, que vous partagez des bons moments en famille dans la Nouvelle-Aquitaine, comme vous avez raison pour ce week-end pascal. Week-end pascal, vous allez sûrement manger du chocolat et je ne résiste pas à l'envie de faire goûter ce petit poisson tout mignon en chocolat à Benoît. C'est le plus gourmand de toute l'équipe. Regarde Carole, mets-toi face à la caméra. Mais si, il adore ça. Tu veux quoi? Tu veux la nageoire? Tu veux la queue, la tête? Mais vraiment, vas-y, viens. Tac. Et tu me dis, c'est bon ou pas? Je te le laisse, parce que là maintenant il ressemble plus à rien. Ouais, tu vas le finir de toute façon avant la fin de l'émission. Alors toute l'équipe, moi j'étais pas pour, mais toute l'équipe m'a obligé à vous présenter l'image de la semaine. On prend la direction de la Dordogne. C'est surtout une idée de Virginie Géa, notre assistante, qui veut que je vous parle de ce camping à Saint-Albert. Saint-Albert est réputé pour ses truffes en hiver. Et bien dorénavant, il faudra compter avec le Diamant Noir. C'est un camping comme il en existe que 3 en France. C'est un camping libertin qui ouvre ses portes aujourd'hui avec des allées des désirs, des allées des câlins, la rue des câlins et puis quelques jeux pour adultes. 60 réservations déjà pour ce week-end. Le logo, c'est un petit diablotin forcément puisque c'est le Diamant Noir. Les villageois voient cette arrivée de ce camping hors norme avec un bon œil, oui, parce que ça va forcément apporter des touristes à Saint-Albert. On a réservé d'ailleurs un week-end pour toi, Benoît. Et on t'a réservé tout le week-end, ces cadeaux, c'est pour l'équipe. Ah bah si, t'as choisi le beau. Non, j'allais dire une bêtise, mais ça je peux pas. Voici tout de suite le sommaire pour aujourd'hui. Ensemble, nous allons fêter les 30 ans du Futuroscope. C'est le premier parc d'attractions de France. Il a vu ouvrir ses portes en 1987 et depuis, ce sont des millions de visiteurs qui se sont pressés. Un parc qui ne cesse d'innover. Avec Laure Mosseron, on parlera de ce parc d'attractions qui joue un rôle majeur économiquement et touristiquement en Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment. Vous ne connaissez pas Henri le Radis? Eh bien, vous allez faire sa connaissance. Regardez, ce sont les images de la fabrication du décor d'Henri le Radis. Et Henri le Radis, c'est un personnage issu d'un album jeunesse. Dorénavant, c'est une marionnette. La compagnie des marionnettes d'Angoulême lui donne vie. On vous en parle dans quelques instants. L'aquarium de Biarritz accueille dorénavant une nouvelle pensionnaire, une tortue Kawan. C'est quoi la particularité des tortues Kawan? On vous explique tout aussi dans 9h50 le matin. Le musée de la Résistance de Limoges est certainement l'un des plus importants de notre région. Parler de résistance aujourd'hui prend un sens important. On ira visiter et pousser toutes les portes du musée de la Résistance dans cette émission et ce matin. Et puis le festival Handifest a retenu toute l'attention de Delphine Roux. Ça tombe bien puisqu'avec Anne-Marie Roca, on parlera aussi accessibilité, handicap, accessibilité. On en parle dans cette émission. Elle est prête pour le week-end pascal, c'est Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour mon lapin. Oh, ça va ma petite poule en chocolat? En chocolat. Alors le temps pour ce week-end pascal? Delphine. Beaucoup de soleil sur... c'est pas grave. Ouais, arrête. Non, si, c'est genre Delphine humoriste. Elle aurait pu travailler chez Ninanana. Beaucoup de soleil cet après-midi, Christophe, sur l'ensemble. Non, si. tu déconnes. Si. Non, je plaisante pas. Tu dis des gros mots, va te laver la bouche au savon. Avec des températures comprises entre 18 et 25 degrés, ce sont des valeurs stationnaires qui restent au-dessus des normales de saison. Oui, 18, regarde sur le littoral, à La Rochelle, à Arcachon ou encore à Biarritz, 20 à Poitiers-Guéret, 22 à Périgueux, 23 à Agen et Bordeaux, 25 à Brive. Demain matin, le temps va rester sec, plutôt agréable avec de belles périodes ensoleillées, surtout au pied des Pyrénées. Quelques passages nuageux et des températures stationnaires comprises entre 4 et 10 degrés. Il fera 4 du côté de Guéret. On attend 6 à Angoulême, 8 à Bordeaux, 9 à Pau, Mont-de-Marsan et Agen et 11 à Arcachon. Certains iront ramasser des œufs demain après-midi déjà, alors quel temps? Toujours un temps sec, agréable, avec de belles périodes ensoleillées, principalement à l'est, partout ailleurs, des petits passages nuageux et des températures qui vont... Oui, ça fait météo comme ça. Et des températures qui vont baisser, comprises entre 16 et 22. Il fera 16 à Biarritz, 17 à La Rochelle et Arcachon, 19 pour Guéret, 20 à Angoulême, 21 à Limoges, 22 à Brive et Agen. Ça calme, hein? Ça te pose le décor, mon gars. Ah ça, Handel.
Oh, tu t'y connais vachement. Ouais, j'adore. De la ça, je peux te sarabande, et dire. oui, parce que George Friedrich Handel nous a quittés le 14 avril 1759 à Westminster. Il a personnifié l'apogée de la musique baroque aux côtés de Jean-Philippe Rameau, de Bach ou encore Vivaldi. Non, c'est pas mal. Eh ben ouais, c'est Ouais, ça, super. on voit ça. Un petit coup bien fort, s'il te plaît, de cette musique-là, histoire de... Ah, j'adore ça. Ah, deux manifestations à partager avec vous. C'est funk, j'adore. C'est punk, ouais. Une chasse aux œufs, bah oui, on est là dans la période. Donc chasse aux œufs à Panazol organisée par le Secours Populaire. La Panazol, ça se trouve dans la Haute-Vienne, juste à côté de Limoges. Le Secours Populaire, donc qui organise cette grande chasse aux œufs lundi à partir de 14 h. La participation, c'est 2,50 € pour 2 œufs et un cadeau. Ça, c'est cool. Des fonds qui vont servir à aider les enfants d'Haïti. Il y aura un lâcher de ballon à 16 h, des ateliers, des animations, stands de maquillage, d'art plastique, structures gonflables, de la pêche, la promenade en calèche. L'occasion de bien s'amuser pour une bonne cause. Regarde, c'est mignon. Il y a 3000 œufs qui sont planqués dans le jardin de Panazol. C'est un peu comme ça partout avec le Secours Populaire. Hein. Bravo Ouais, il y en a pour leurs aussi à La actions Rochelle. solidaires. Ouais. Exactement. Il y a ça aussi à La Rochelle. Une autre manifestation. Oui, alors toujours dans la Haute-Vienne à Pierre-Bussière, c'est la 11e fête des étoiles qui va se dérouler le 22 avril. Alors, c'est organisé par l'Association pour la découverte de l'atmosphère et de l'espace, ainsi que l'Office du tourisme de Briançon Sud Haute-Vienne. Au programme des expos, des conférences, des animations pour les enfants. Il y aura un planétarium, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Profitez-en, ça va être vachement joli. Et puis en plus, avec le temps que tu as prévu. Ah, c'est pour le 22 avril, alors c'est un petit peu plus tard. Ouais, annulé, mais s'il ça fait va pas beau, durer ce là, sera le beau annulé, temps, mais- non? Mais bien sûr, J'ai vu ça sur mon portable, j'ai regardé un peu pour ma semaine de vacances. Ça va durer. J'ai envie. Il se passe des choses à côté de chez vous. Et alors, écrivez-nous à l'adresse suivante, nam@francetv.fr. On vous offre des cadeaux Ouais, pour des cadeaux. terminer cette semaine. On va parler du Futuroscope tout à l'heure. Laure Mosseron est venue avec ces deux magazines spécialement écrits pour le Futuroscope. Eh bien, ces cadeaux, on vous les offre. Il y a celui-ci et puis il y a celui-ci. Voyage au cœur du Futuroscope. Vous en saurez beaucoup plus sur le premier parc d'attractions de notre région. Je sais que vous aimez cuisiner. Vous allez peut-être en profiter pendant les vacances, comme vous avez raison. La cuisine Nikkei. C'est quoi la cuisine Nikkei? En fait, les Nikkei sont les Japonais qui ont émigré à l'étranger, surtout en Amérique du Sud, au Brésil et au Pérou. Alors, ça donne de la world food, un mélange de cuisine japonaise, de cuisine péruvienne et de cuisine brésilienne. Ça met en appétit forcément ces cadeaux, ces cuisines Nikkei. C'est pour vous. Et parce qu'on a envie de vous gâter, on avait reçu le docteur Sekato. La grande aventure de l'autonomie de 1 à 3 ans. C'est un livre indispensable pour vivre et comprendre les 3 premières années de votre enfant en toute sérénité. Vous allez pouvoir suivre les conseils de l'auteur, qui est pédiatre, bénéficier d'avis d'experts et retrouver des doux mots d'enfant. C'est génial, ça s'appelle de 1 à 3 ans, la grande aventure de l'autonomie. 05 55 04 33 33. Vous téléphonez à Anthony et week-end de Pâques oblige, vous lui dites « Bonjour mon lapin » en chocolat. Forcément, il va adorer, je pense. Oui, il va nous adorer. Ouais, il va adorer. 05 55 04 33 33. À tout à l'heure, on parle du festival. Vas-y, la musique, s'il te plaît, on peut la remettre? Voilà. Magnifique. Ah oui, comme une princesse, vraiment comme une princesse. J'accueille une autre princesse, j'ai que des princesses sur ce plateau. Bonjour Laure Mosseron, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ensemble, on va fêter les 30 ans du Futuroscope, déjà 30 ans. Vous êtes directrice de la communication du parc du Futuroscope. C'était en 1987 déjà. Et le parc du Futuroscope s'est imposé comme l'un des parcs les plus importants de France. Il est situé au nord de Poitiers. Autant dire qu'il est accessible à tous, puisqu'il y a l'autoroute qui passe juste à côté. Je voudrais qu'on revienne sur les origines du parc. C'était une sacrée idée, au milieu des champs, de bâtir un parc consacré au futur. Tout à fait. Et en fait, l'occasion d'avoir les 30 ans, parce qu'on va fêter nos 30 ans officiellement le 31 mai, on a ouvert le premier jour, le 31 mai, ça a été aussi l'occasion de replonger dans les archives et de retrouver des photos assez rigolotes, dont une où on voit le bâtiment avec la boule que les gens connaissent assez bien, avec des vaches en fait, parce que c'est construit dans des champs. Au milieu des champs. Voilà, et c'était les vaches qui gardaient... La première pierre, regardez, cette première pierre extrêmement symbolique, parce que ça c'est... C'est le premier bâtiment qui a été construit, qui voulait un soleil se levant sur une aube nouvelle et sur un avenir radieux vers le futur. Donc c'était aussi une idée assez folle de René Monory, d'installer justement un parc d'attractions, déjà le premier parc, parce que quand il a eu cette idée, en fait, le concept de parc d'attractions n'existait pas du tout en France. Ouais. On l'a un peu oublié parce que maintenant, Disneyland, Astérix, tout le monde connaît, tout le monde y allait. Mais c'était vraiment quelque chose qui n'existait pas, c'était qu'aux États-Unis. Donc il a emmené ses politiques
en avion, voire voilà, sortir de la Vienne, sortir du département assez rural et dire, voilà, moi je pense qu'il y a vraiment une idée et ils voulaient construire quelque chose qui soit à la fois du loisir, donc le parc d'attractions, du travail, une zone de travail et une zone de formation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la zone de loisir qui s'est développée le plus vite et qui a fait la notoriété de la zone Futuroscope Poitiers et qui après a permis à des entreprises de s'installer, etc. Incroyable réussite. Voilà. Combien de visiteurs ont visité le parc depuis 1987 Depuis 1987, on a accueilli pratiquement 50 millions de visiteurs. Waouh, ouais. Énorme. Ça fait rêver. Parce que c'est incroyable. Ouais. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 attractions au cœur du parc et quand on survole le parc, on s'aperçoit bien que il y a là une architecture aussi qui compte beaucoup et quand on pénètre dans ces attractions-là, alors c'est un voyage. On va parler de l'extraordinaire voyage, mais ce sont des bâtiments qui sont devenus emblématiques du Futuroscope, Laure. Alors ce bâtiment tout en verre, ce cristal, en fait, c'est aussi avec les deux premiers bâtiments. Donc moi je trouve qu'il n'a absolument pas vieilli. C'était construit par Denis Laming, qui est un architecte, qui était un très jeune architecte à l'époque, et René Monory aussi, il a su faire confiance à des gens jeunes pour installer ce parc. Et la particularité, c'est que Denis Laming, il a effectivement construit tous les bâtiments du parc. Donc je pense que maintenant, c'est quelqu'un qui a un peu plus d'âge, donc il va falloir qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. Mais il aura marqué de son empreinte. Il aura marqué de son empreinte, parce que voilà. Finalement, c'est quoi? C'est chaque attraction est travaillée pour qu'on puisse faire travailler notre cerveau, notre cœur et notre corps. Voilà. C'est joli, ce trio-là. C'était l'idée, je pense, par rapport aux autres parcs, de se dire que les gens sont entiers. C'est vrai que souvent, un parc scientifique va beaucoup faire réfléchir, va essayer de transmettre du savoir, etc., mais va peu faire exulter le corps, on va peu sauter, griller, etc. Quelquefois, on a des parcs qui vont plus jouer sur l'émotion, sur le côté princesse, comme tout à l'heure, ou des choses comme ça. Et, voilà. Et nous, on essaye de se dire, les gens, ils sont entiers, et puis par moment, ils ont envie d'apprendre, et c'est plus le cerveau qui va travailler. Et par moment, ils ont juste envie de crier, de s'amuser, etc. Et puis quelquefois, de verser une petite larme sur une belle histoire, si on peut leur raconter. C'est exactement ce qui se passe. Alors, comme il n'y a jamais de hasard et que les choses sont bien faites, le tout début de l'émission, nos téléspectateurs du Poitou-Charentes n'ont pas pu nous recevoir, et dès qu'on a parlé du Futuroscope, paf, c'est le miracle. Fin de la panne, et ça me permet d'accueillir les téléspectateurs chaleureusement qui viennent de nous rejoindre et qui habitent partout en Poitou-Charentes. La dernière attraction, c'est l'extraordinaire voyage. Il faut nous en parler. Alors ça, c'est une attraction dont on est très fiers. Il faut savoir qu'une attraction, ça se construit 2 à 3 ans à l'avance. Ah oui. Donc on a commencé à réfléchir en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on voulait faire pour nos 30 ans, pour marquer un peu l'époque. Et depuis longtemps, en fait, on interroge nos visiteurs un peu pour savoir ce qu'ils aimeraient vivre chez nous. Et quand on leur a demandé quel est le rêve qu'ils préféreraient réaliser, ce qui est sorti en premier, c'est le rêve de voler. Se sentir plus léger que l'air, etc. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc on est allé chercher une plateforme au Canada. Donc en fait, vous embarquez, c'est un peu compliqué, vous embarquez à plat et la plateforme va se redresser en quelques secondes et vous allez vous retrouver les pieds dans le vide face à un écran immense qui va vous êtes projeté face à l'écran, vous allez oublier que vous avez un écran et vous allez réellement vous sentir plus léger qu'air. Et faire un extraordinaire on va faire un voyage. Voilà, un peu comme Jules Verne, mais en 4 minutes. C'est génial, c'est génial. Moi, j'adore parce que vraiment, pour y être allé, c'est des sensations. Alors, je connais pas cette attraction, je suis très impatient de la découvrir, mais on ressent des choses, quoi. On sort le soir, on a une autre vision sur la technologie, parce qu'il faut parler de tous les techniciens qui travaillent. Le Futuroscope, c'est le jour, c'est aussi la nuit. Il est beau le jour, il est beau la nuit. Oui, et on a travaillé l'année dernière avec le Cirque du Soleil pour créer un nouveau spectacle nocturne. Donc là, le cirque, voilà, on a aussi enluminé notre belle boule, etc. Enfin, on essaye d'avoir un parc qui, par son architecture, déjà peut vivre de façon très belle la nuit. Et puis on a un spectacle nocturne qu'on propose aux visiteurs tous les soirs d'ouverture. Donc c'est aussi un moment assez poétique parce qu'on est 6000. J'y étais mercredi soir, par exemple, il y a 6000 personnes tous ensemble en train de regarder quelque chose. Et voilà, un spectacle d'extérieur avec autant de gens, c'est un partage qui est quand même... On s'endort pas tout de suite. Voilà, en tout cas on s'endort avec des étoiles dans la tête. Évidemment, tout ça c'est de la technologie, mais aussi de la gastronomie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure en vous offrant ce livre-là. Il va y avoir une belle manifestation pour les 30 ans avec Joël Robuchon. Oui. Je veux qu'on prenne 30 secondes pour en parler parce que ça met à l'honneur nos lycées professionnels partout en Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est une sacrée bonne idée. Ouais. C'était aussi l'idée de se dire... on fête nos 30 ans, mais il faut aller vers le futur, etc. Et le futur, c'est les talents du futur, justement. Donc Joël Robuchon organise au Futuroscope un concours pour tous les meilleurs, enfin pour désigner le meilleur élève de lycée professionnel
cuisiniers, voilà, partout en Nouvelle-Aquitaine. Donc il va y avoir 8 ou 9 lycées qui vont venir concourir avec des supporters derrière pour les encourager. Et c'est vraiment un peu un top chef entre guillemets. Ils vont avoir un panier de produits imposés et c'est à eux d'inventer en fait un plat et un dessert. Sous le regard bienveillant de Joël Voilà, Robuchon, le chef le plus étoilé du monde. Voilà. Et on va remettre ce trophée. Ça sera, on l'espère, le premier d'une série puisque le trophée normalement va perdurer, aura lieu tous les 2 ans. Lorsque l'on vous dit que le Futuroscope n'arrête pas d'innover, c'est aussi un élément créateur d'emplois, créateur de technologies, de développement, dans une zone qui était rurale, celle du nord de Poitiers. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça va forcément durer encore. Merci beaucoup, Laure. Merci. Bel anniversaire au Futuroscope. Merci de nous rejoindre, si c'est le cas. On vous offre des cadeaux. Je vous l'ai dit aujourd'hui, le docteur François Secato vous offre ce livre-là sur l'autonomie des enfants de 1 à 3 ans. Vous allez tout comprendre. Vous êtes parents, vous êtes enfants, ça va vous intéresser. La cuisine Nikkei, une cuisine à la fois japonaise et à la fois en lien avec l'Amérique du Sud. Pour tous les gourmands que vous êtes, ça devrait vous plaire. Et puis Laure n'est pas venue les mains vides. Elle vous offre ces 2 magazines-là en lien avec le Futuroscope pour pénétrer dans les coulisses du Futuroscope. Merci pour ce cadeau, Laure. Téléphonez-nous au 05 55 04 33 33. Alors, c'est du cinéma, le Futuroscope. Ça n'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Et sur France 3, on tourne des téléfilms. Et il y a beaucoup de téléfilms qui sont tournés dans notre région. Depuis le début de la semaine, Marie-Luce Rigou vous propose de pénétrer dans les coulisses du tournage du téléfilm Mongeville. On se retrouve tout de suite après. Elle a dû tomber de haut en apprenant que les victimes quittaient Bordeaux. Très bien. On va rentrer dans une relation plus intime juste après quand c'est le juge Mongeville qui insiste pour pas mettre les menottes. Tu vois qu'elle est pas loin de lâcher, on ferme la porte pour rentrer dans une relation plus intime et à ce moment-là on s'asserra. Vous êtes le chef, monsieur. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut dire que le réalisateur est le chef? Oui, c'est une caricature, donc avec tout ce que ça veut dire, mais globalement on peut le dire, oui. Allez, chacun prend sa place. L'organisation est assez militaire, chacun sait exactement ce qu'il a à faire et suit les instructions de Laure qui définit l'ordre de travail de chacun. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette série? J'ai été extrêmement séduit à l'idée de travailler avec Francis Perrin et Gaël Bonin. Francis Perrin est un comédien que je connais depuis tout petit et l'idée de travailler avec un monument du cinéma, du théâtre m'a beaucoup séduit. Allez, allons-y. Est-ce que les scènes s'enchaînent dans la chronologie de l'histoire? Alors, on essaye de le faire le plus souvent possible. C'est encore une fois le travail de la première assistante, mais on est souvent contraint par les disponibilités de décors ou de comédiens. Donc là, par exemple, nous sommes dans un décor dans lequel nous restons pendant 8 jours. Au sein des journées, on essaie de travailler dans la chronologie. Malheureusement, on fait un peu des sauts dans le temps. On n'a pas le luxe de pouvoir travailler dans la chronologie complète. Coupe! Très bien, on double ça, c'est très bien. Tu fais le gros plan. Et tu fais le plan à 2, Elise? Ouais, je fais le plan à 2. 252. Acte! Combien de temps faut-il pour tourner une scène? Disons qu'en moyenne, on tourne à peu près 5 minutes par jour. Quelqu'un vous a vu l'attendre dehors? Non. Alors pour le coup, le travail de préparation, que ce soit avec les comédiens, pour la direction des personnages, la trajectoire des personnages, j'essaie de travailler vraiment en amont avec les comédiens pour que le temps du tournage soit pas un temps de réflexion, mais un temps d'action. C'est pour ça que moi, j'arrive avec un découpage qui est prêt aussi, parce que j'aime bien savoir ce que je vais faire, mais pouvoir me laisser une espèce de latitude au moment du tournage. Il est le rêve pour un comédien, parce qu'il n'y a pas d'éclat de voix, il n'y a pas de colère, il n'y a rien, c'est calme, c'est réfléchi, c'est gai, c'est très gai. On se regarde de fond, il va être très très beau. Parce que j'ai vu l'entendre, j'ai fait « Oh là !» Oh la tête que j'ai fait. C'était très bien. Les comédiens ont le trac, le réalisateur a aussi le trac. Tout le temps. On a une pression assez importante, la pression du temps, de l'argent, de la qualité de ce qu'on fait. On a envie quand même de faire le mieux possible avec les moyens qu'on a à disposition. Donc ouais, on se met une pression, mais j'ai envie de dire que c'est une pression positive pour bien faire. Voilà.
Et voilà pour les coulisses de Mongeville, un téléfilm que vous retrouvez sur France 3. Depuis lundi, on a pénétré comme ça, grâce à Marie-Luce Rigou, dans les tournages de ce téléfilm. Direction la Charente, Angoulême, impasse Maringot. Et là, il y a le théâtre de poche. La compagnie des marionnettes d'Angoulême l'investit maintenant depuis de nombreuses années. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux. Avec vous, Jennifer Caillot et Simon Mito, on va parler d'Henri le Radis. Vous allez faire connaissance avec Henri le Radis. C'est un personnage, le nouveau personnage des créations de la compagnie des marionnettes d'Angoulême. Il dit bonjour Henri, ouais. On peut dire bonjour tranquillement. Avec Angoulême et la compagnie des marionnettes, on va pénétrer dans un univers un peu spécifique puisque Simon Mito est l'auteur d'Henri le Radis. Le point de départ, Simon, c'est ce livre jeunesse que vous avez écrit. C'est ça. Alors c'était avec Joanne Guyot. Et voilà, on est deux à avoir commis ce livre, qui est sorti il y a 1 an, mais voilà, on s'attendait pas du tout à ce qu'il soit ensuite adapté. On l'a fait vraiment dans le but uniquement d'en faire un livre, voilà, qui se passait dans l'univers du potager. On trouvait que c'était un univers propice à pas mal d'histoires, à pas mal de rencontres, de personnages un peu saugrenus, voilà. Et donc voilà, ensuite ce livre a été choisi par la compagnie qui l'a adapté, qui lui a donné un peu plus de Vous connaissiez la compagnie ou pas, Simon? Oui, on se connaissait depuis quelques années. On se connaissait surtout lors du festival de la bande dessinée d'Angoulême. On s'est rencontrés à cette occasion-là. D'accord. Et voilà. Jennifer, comment est née l'idée de transformer Henri le Radis? Benoît s'éclate comme un petit fou devant sa caméra. Hein. Si vous avez un marionnettiste malade ou vous allez chercher un remplaçant, Benoît pourra vous remplacer. Il est fin prêt. Jennifer, comment est née l'idée de transformer Henri le Radis en 3D, de fabriquer une marionnette, de concevoir un spectacle autour de ce livre-là? Alors, tous les ans, la compagnie a dans l'idée de sortir une création originale. Souvent, c'est une adaptation d'un livre jeunesse, d'une bande dessinée, comme on a pu le faire avec Victor, le voleur de lutin, c'était génial, de Jean-Luc Loyer, et ou une création personnelle de la compagnie. Là, on cherchait à adapter un ouvrage jeunesse. On avait envie de se tourner un petit peu vers notre public le plus jeune. Et on avait envie de mettre en avant un ouvrage local. Ah, c'est bien parce que Simon est de Bordeaux. Hein. Voilà. La compagnie est d'Angoulême, Simon est de Bordeaux. Vous cherchiez. Alors, c'est pas si simple que ça de transformer un livre jeunesse en spectacle. Vous avez accepté de nous envoyer des images de la conception du décor. Quand on voit ces images, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de brainstorming. Il y a beaucoup de réunions. Énormément. C'est beaucoup de travail. Oui, comme pour tout projet, je pense. Mais c'est vrai que sur Henri le Radis, on a tout donné là. C'est vrai. Oui. On s'est beaucoup investi tous, parce qu'on voulait que ce soit super, que ça. La bande son aussi. Là, on voit le travail du son. Par exemple, vous avez beaucoup travaillé sur le son. Simon, quand vous voyez tous ces techniciens travailler pour concevoir un décor, pour faire prendre corps et vie à Henri. Vous avez ressenti quoi là? Oui, c'est assez impressionnant. Hein. Je vais pas dire que j'étais ému parce que si, Jennifer m'a dit que vous aviez pleuré. Non, alors ça c'est faux. C'était uniquement pour se moquer, mais il a pleuré. Il a pleuré. C'était on est d'accord, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Ces enfants qui regardez comme Benoît s'éclate. Regardez avec le petit kiwi, il s'éclate. Carole, tu peux montrer Benoît qui s'éclate? Guillaume, commute sur Benoît. Voilà, il s'amuse. Change de. Ça y est, il s'amuse comme un petit fou. Ça doit être émouvant pour vous de voir votre personnage en 3D. Mais c'est ça, c'est assez impressionnant. Mais c'était surtout intéressant de voir comment la compagnie se l'était réappropriée finalement. Parce que, moi, je leur ai laissé complètement l'occasion. Enfin, ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient. Et au contraire, c'est ce qu'on voulait aussi, c'était qu'ils fassent quelque chose qui leur appartienne vraiment. Alors on a bien compris le décor, mais la particularité de la compagnie des marionnettes d'Angoulême, c'est de concevoir vous-même toutes vos marionnettes. Là aussi, quand on voit les images que vous nous avez envoyées, moi ça m'impressionne parce que là, on n'imagine pas le travail que c'est. Il y a le colonel Charlotte ici, il y a l'épi de maïs avec lequel s'éclate Benoît, il y a Henri le Radis. Là aussi, c'est quelle matière? Alors c'est des plaques de mousse. En général, c'est de la récupération qu'on fait pas mal. On recycle beaucoup de choses. C'est des plaques de mousse sur lesquelles on dessine et découpe des formes à plat qu'on va mettre en volume ensuite et on les recouvre là c'est du latex. Alors toutes nos marionnettes, ne sont pas
fabriquées toutes pareilles. Elles sont en toutes général. souples du coup. Mais celles-ci, oui, sont toutes en latex. Elles sont toutes souples. Et puis, il y a des petites articulations à l'intérieur. Ça, c'est le boulot de la marionnettiste que vous êtes. Vous pouvez nous faire évoluer Henri le Radis pour nous montrer sur votre genou. Carole va nous montrer comment Henri prend vie. Oui. Mais Henri, en fait, est chaussé comme une paire de gants. Et hop là. Il va aller embêter Simon. Et dégage. Il faut savoir qu'Henri le Radis, il vivait dans sa botte de radis, comme tout le monde, hein, Simon, et que Henri, il est un peu à l'étroit dans sa botte de radis. N'est-ce pas, Henri? Et donc, du coup, Henri s'est dit, et si j'allais voir un peu ailleurs? C'est exactement ça, c'est très bien résumé. Oui, il s'ennuyait dans son potager, donc il décide de parcourir le vaste monde. Et donc pour un radis, le monde se résume au potager, au poulailler et à la maison d'à côté. Et donc voilà, dans le spectacle, on va bien voir le personnage évoluer dans ses différents décors et faire tout un tas de rencontres improbables avec différentes marionnettes. Et puis le travail des marionnettistes de la compagnie des marionnettes d'Angoulême est remarquable. C'est dans l'impasse Maringot. C'est juste le long de la rue piétonne. Ça a commencé mardi. Et allez avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est pas un spectacle réservé aux enfants. Quand on est adulte, on s'éclate aussi en allant voir ce genre de spectacle. C'est au théâtre de Poche d'Angoulême et ce sera pendant toutes les vacances scolaires. J'ai le droit de dire au revoir à Henri? Salut mon pote, j'ai un nouveau pote, j'adore, ça ressemble à rien ce que je fais, mais j'ai quand même envie de faire ça. Bravo Simon, bravo Jennifer, saluez toute la compagnie et c'est une belle aventure, ça se passe chez nous. Merci beaucoup. Bien-être, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles, ils n'ont pas la peau sèche. Ah, certainement pas. Non, retenue, parce que Nathalie Simon, chaque vendredi, vient nous voir pour nous donner des conseils 100% bien-être. Et aujourd'hui, elle s'intéresse à la peau sèche. Et c'est la séquence bien-être de Nathalie Simon. Respirez fort et regardez Nathalie vous donner des conseils. Merci beaucoup. Merci. On l'a souvent entendu, la peau n'est que le reflet extérieur de ce qui se passe dans notre corps. Alors pour la chouchouter de l'intérieur, il suffit de boire beaucoup, de se protéger des UV, d'avoir une vie saine. Mais c'est pas si facile avec nos vies si stressantes. Je vais vous donner quelques astuces pour retrouver une peau souple et lumineuse. Si vous voulez que votre peau reste souple et tonique, ce qu'il faut, c'est évidemment l'hydrater, un petit coup de brumisateur le matin, de l'eau et surtout beaucoup boire. Il y a aussi des petits mouvements à faire, un petit peu de la gym faciale. On va commencer avec les paupières. Vous mettez vos deux index sur les paupières et vous allez les bloquer et essayer de les ouvrir. Alors, c'est pas évident, mais c'est très efficace pour travailler tous les muscles qui se trouvent tout autour des paupières. Très bon pour les yeux. Deuxième exercice, là on va travailler le décolleté. Le décolleté, donc le cou jusqu'à la naissance des seins. Il suffit de faire ceci. Regardez. C'est visuel. Vous voyez tous ces muscles-là qui travaillent et vous sentez, regardez mes mains, vous sentez que ça travaille même les muscles qui retiennent les seins. Donc ça va travailler votre décolleté. Vous verrez demain, vous aurez des courbatures si vous faites ce mouvement. Puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. A, E, I, O, U, mais en exagérant. Là, on va travailler l'ensemble du visage. C'est parti, n'ayez pas peur. A, E, I, O, U. On recommence. A, E, I, O, U. Si vous faites tous ces petits exercices 10 minutes par jour, vous verrez que votre peau restera souple et ferme. Pour avoir une belle peau, il faut manger du gras. Oui, du gras, mais du bon gras. Alors on va le trouver dans tous les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, les sardines, et puis aussi dans les fruits à coque. Mais on va le trouver également dans l'avocat. Et ce qui est intéressant dans l'avocat, c'est qu'il est aussi gorgé de vitamine E, qui va nous aider à lutter contre le vieillissement de la peau. Alors j'aurais pu vous faire une petite salade, une petite recette pour hydrater votre peau. Mais j'ai choisi de vous concocter un masque hydratant. C'est comme si vous prépariez une salade en fait. Dans un saladier, vous allez mettre une demi-banane. Alors, je vous recommande de quand même la hacher, parce qu'après vous allez devoir faire une petite mixture. C'est peut-être plus simple de le faire un peu finement. Voilà, une demi-banane. Hop, un bon avocat, prenez-le bien mûr, bien mou déjà. Hop.
Ça, c'est beau. Voilà. Ensuite, du miel. Alors, prenez plutôt du miel solide, parce que comme on va faire une crème, c'est pas la peine de s'embêter d'avoir un miel un petit peu trop liquide. Et ensuite, vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle d'immortelle. Vous savez, l'immortelle, c'est cette petite plante jaune qui pousse en Provence et surtout en Corse et que les fabricants de cosmétiques utilisent énormément pour fabriquer des crèmes très chères. Et nous, on va la faire à la maison. Ça sent bon. L'immortelle, c'est une plante qui sent extrêmement bon. Allez. Voilà, ça m'a pris 5 minutes. Et regardez, je me suis fabriqué un masque hyper hydratant avec que des produits hyper naturels. Et évidemment, on n'oublie pas de boire beaucoup de thé vert bourré d'antioxydants, idéal pour avoir une belle peau avec un bel éclat. Et ça va vous réchauffer en plus. Prenez soin de vous. À très vite. Quand je pense que Guillaume Chons, qui met cette émission en images, Nathalie Lafeuille et Éric Vigneron, qui sont en régie, ont passé leur soirée à se faire des masques comme ça, je regrette juste qu'il l'ait enlevé pour ce matin. Vous êtes super gentils de partager la séquence de Nathalie, puisqu'elle vous plaît sur tous les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on vous aime, quand vous partagez les séquences de l'émission sur vos pages Facebook. Vous venez de nous rejoindre, il est 9h43 bientôt, soyez les bienvenus. On est en direct sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, on accompagne votre matinée à suivre dans votre télé du matin. Nous parlerons, de quoi on va parler d'ailleurs? On va parler du musée de la Résistance d'Angoulême. Le terme résistance est bien important aujourd'hui, vous le savez, c'est même très important. On en parle dans quelques instants. On ira du côté de Biarritz, puisque Biarritz accueille une nouvelle pensionnaire. C'est une tortue Kawan. On vous en dit plus dans quelques instants. Et puis Delphine vous parlera d'un joli festival, c'est Handifest, un festival consacré au handicap. Ce sera l'occasion de retrouver Anne-Marie Roca pour la séquence accessibilité. Le musée de la Résistance de Limoges. Très beau musée, on en parle avec Alexandra Moreau. Bonjour Alexandra. Bonjour. Soyez la bienvenue. Pour tout vous dire, ça fait longtemps que je souhaitais vous recevoir. Ça fait longtemps que je souhaitais parler du musée de la Résistance, parce qu'il me semble qu'en cette période parfois un peu troublée, un musée de la Résistance prend tout son sens. Comment est née cette idée originale d'installer un musée de la Résistance en plein cœur de Limoges? Mais le musée en lui-même est né l'idée en tout cas est née dans les années 80 pour célébrer le 40e anniversaire de la Libération. Ouais. Les associations d'anciens combattants de Limoges et puis la ville de Limoges ont décidé de faire quelque chose. Et il y a eu des échanges fructueux et l'idée d'un musée est apparue. Donc le musée a été vraiment officiellement créé en 1989 et petit à petit récupéré par la ville pour en faire vraiment un musée officiellement avec une scénographie. Alors il y a eu la construction du musée des Beaux-Arts, en tout cas la rénovation en 2005. Et donc là est de nouveau apparue l'idée de vraiment construire un musée digne de ce nom pour le musée de la Résistance. Et donc il est officiellement créé en 2012. Alors il y a des collections permanentes, il y a des expositions, on va en parler, parfois même originales. Vous êtes venu avec des objets sur le plateau. Alors on ne va pas visiter le musée simplement pour visiter le musée. Je voudrais qu'avant qu'on voit quelques images du musée, vous nous présentiez par exemple cet objet-là qui est devant moi et qui est très surprenant. Il fait forcément tout de suite penser à une arme de guerre transformée. Voilà. Tout à fait. Donc c'est une arme de guerre qui peut devenir une œuvre d'art, puisque alors c'est dans le cadre en fait d'une exposition qu'on a réalisée en 2014 pour le centenaire de la Première Guerre. On a fait un appel au prêt puisqu'on n'avait pas d'objet relatif à la Première Guerre et on a eu beaucoup de gens qui nous ont proposé en fait des douilles d'obus transformées. Et donc en fait elle a été exposée en 2014 dans une exposition qui s'appelait l'art des tranchées. Donc en fait c'est un objet qui a été à la base de guerre, qui a été récupéré par un poilu dans une tranchée et qui a été transformé en lampe à huile, donc par des techniques très particulières d'emboutissage, avec donc les initiales du poilu Léon Durousseau qui a transformé cet objet. Alors il y a bien sûr une collection permanente dans le musée. Qu'est-ce que nous raconte ce musée? Qu'est-ce que ça dit de notre histoire?
Alors c'est un musée à la base destiné, enfin en tout cas dédié à la résistance en Haute-Vienne, donc qui rend hommage à tous ces résistants qui ont combattu la tyrannie pendant la période 39-45. Donc ça c'est le discours de l'exposition permanente. Mais depuis 5 ans, grâce à une programmation culturelle dynamique, on essaie d'ouvrir le musée, d'en faire un musée d'histoire, de toute l'histoire du XXe siècle. Donc l'occasion a été justement le centenaire en 2014 de la Première Guerre. Et donc on espère dans les années à venir pouvoir traiter d'autres conflits contemporains, notamment la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Alexandra Moreau, vous êtes régisseuse des collections, ça veut dire que vous avez des pièces qui ont appartenu, que des poilus ont touché? Alors, voilà. On a compris ça pour ça, mais d'autres pièces et bien sûr pour chaque période de notre histoire, vous récupérez ces pièces-là. Comment vous faites? Vous les achetez, on vous les donne? Alors on a une petite politique d'enrichissement des collections avec un budget chaque année dédié voilà, à l'enrichissement des réserves. Mais on a surtout beaucoup de dons. On a à peu près 50 dons par an. Et les gens viennent au musée naturellement nous proposer des objets très diversifiés. Vous pouvez manipuler le carnet qui est devant vous avec la rose? Alors voilà, par exemple, donc là c'est un objet vraiment très très rare. Je vais montrer à Benoît. Qui évoque vraiment le rationnement, puisqu'en fait, on nous donne beaucoup de tickets de rationnement, mais là, c'était l'une des premières fois où on nous donnait un ticket fait, un carnet fait par une dame, une mère de famille, pour bien ranger, en fait, ces fameux tickets de rationnement. Et c'est classé par thématique. Donc c'est pas une reproduction. C'est pas une reproduction, c'est vraiment, il est très très bien conservé. Ouais. On en a eu d'autres depuis, mais là, c'est vraiment quelque chose de, voilà, décoré, fait maison, et qui permettait à la famille de bien ranger. Alors, il y a cette carte d'identité qui est devant vous. On est en période de guerre, donc inévitablement, ça n'est pas forcément une vraie carte d'identité. Je vais la montrer à Benoît. C'était quoi l'importance d'avoir des faux papiers? C'était de pouvoir tout simplement échapper à la persécution quand on était juif, par exemple, quand on était communiste. C'était aussi une façon de résister. C'était voilà, de donner une fausse identité à des gens qui étaient menacés, de circuler. Voilà, c'était aussi. Alors des faux papiers, on en a très peu puisque voilà, c'est extrêmement rare. Bien sûr, bien sûr. Alors il y a aussi ce foulard devant vous. On a si Benoît peut montrer ce foulard. En fait, on a le sentiment que c'est une carte. Alors, c'est une carte imprimée, voilà, mais quand on touche, c'est du tissu. C'est de la soie. Oui. C'est de la soie. Vous nous expliquez? Alors ça aussi, c'est extrêmement rare. C'est qu'en fait, les agents secrets français qui avaient rejoint Londres, qui étaient parachutés depuis Londres jusqu'en France, utilisaient en fait ces foulards pour pouvoir voilà, se repérer une fois arrivés en France, au cas où s'ils étaient perdus ou s'ils étaient capturés par les Allemands. Donc en fait, l'idée vient de la Première Guerre, des pilotes anglais pendant la Première Guerre, qui ont eu l'idée d'imprimer des cartes sur les foulards. Parce que voilà, la soie résiste à l'eau, parce qu'elle est facilement, ça peut facilement se cacher, c'est léger, et ça permettait voilà d'échapper. Alors, je dois vous avouer que excusez-moi, juste ce foulard a appartenu à Robert Maloubier, qui est un des grands résistants justement, bien sûr, qui a été parachuté en Haute-Vienne en 1944. Exactement. Donc, il est d'autant plus important qu'il a appartenu voilà une grande figure locale. Vous avez des collections permanentes, vous avez aussi des expositions temporaires. Il y en a une qui se termine le 26 avril. Il faut se dépêcher d'aller la voir. Elle concerne l'humour interdit. Voilà, parce qu'on fête nos 5 ans cette année. Et du coup, on a profité de ces 5 ans pour faire un grand week-end festif à la fin du mois de janvier sur justement autour de l'humour, de la caricature, puisqu'en fait, le dessin est une arme de guerre, est une arme de résistance. Et donc, le dernier week-end de janvier, on a inauguré pendant ce week-end festif une exposition qui a été réalisée par un musée à Toulouse. C'est une exposition qui a été réalisée en fait en 1944, à la fin justement de la guerre, par des dessinateurs, des caricaturistes qui retrouvaient la liberté d'expression. Et donc, c'est justement sur ces dessins de résistance, mais aussi des dessins d'opprimés. C'est ça. Et alors, du 24 juin au 30 septembre, je voudrais juste qu'on voit l'affiche. C'est une exposition qui s'appelle « La vie à en mourir ». C'est un titre bouleversant. En fait, ce sont des lettres de fusillés de 1941 à 1944 que vous exposerez. Ça s'appelle « La vie à en mourir ». Ça démarre le 24 juin et vous pourrez la voir jusqu'au 30 septembre. Si vous passez par le Limousin, si vous passez par Limoges, durant le mois de mai et durant cet été, poussez la porte du musée de la Résistance. Dans notre période parfois
un petit peu tumultueuse, un petit peu trouble, c'est important de pousser la porte d'un musée comme le vôtre. Merci beaucoup, Alexandra, d'être venue jusqu'à nous. Et puis bravo pour votre passion. Alors la solidarité fait aussi partie de 9h50 le matin. On en parle avec le festival Handifest. C'est Delphine qui vous dit tout avec son invité Marjorie. Avec mon invité Marjorie, pardon. Merci Marjorie d'être avec nous ce matin. C'est un super festival qui s'appelle donc le Handifest, Christophe le disait, qui aura lieu les 22 et 23 avril à Nexon. Nexon, c'est pas très loin de Limoges, on est dans la Haute-Vienne. Vous êtes la présidente de l'association Vivre nos différences. Alors, à l'origine, l'association s'appelait pas comme ça. Vous aviez décidé de sensibiliser le public à l'autisme, et puis finalement vous avez élargi votre champ d'action. Expliquez-nous pourquoi. Tout simplement parce que le champ du handicap est large et que finalement les problématiques se retrouvent dans tout handicap. Parce que vous étiez, on va dire, la spécialiste de l'autisme avec voilà votre association. Et comment vous êtes arrivée à justement élargir? C'est par des rencontres Des personnes sont venues en fait nous voir qui n'étaient pas touchées par l'autisme, mais qui avaient besoin de nos ateliers pour faire progresser leurs enfants. Et donc on les a acceptés et on s'est dit voilà, il faut ouvrir à tous finalement. Alors quelles sont les missions de votre association? On en a beaucoup. La première, c'est de montrer le handicap sous un autre jour, un jour beaucoup plus positif, parce qu'on a souvent l'habitude de voir ça sous des choses qui je ne sais pas comment dire. En fait, on voit que le problème du handicap, mais il y a aussi des choses magnifiques qu'on peut faire en étant handicapé. Mais bien sûr. Ça a été notre première mission, mais ensuite ça a été voilà de l'écoute, du soutien, des aides aux dossiers administratifs parce que c'est toujours très compliqué. Et puis on a ouvert aussi à des ateliers pour adultes et enfants, des sorties, des rencontres avec les cafés rencontres. Alors, il faut nous parler du festival que vous organisez, comment ça va se dérouler et on a vu passer les photos. Qui sont les artistes qui vont se présenter? Alors, le samedi, on a Fargo et Steel Band Slave, qui est un groupe de rock. Oui, c'est assez puissant. C'est assez puissant, oui. Voilà. Donc ça, c'est pour la soirée du samedi. Et puis le dimanche, on a Mimo, qui est une jeune artiste autiste, qui vient nous présenter ses œuvres. Et on a l'Axamax et la Nomade Statique. L'Axamax et la Nomade Statique, ils ont enregistré pour nous une petite vidéo. On les voit là en photo. On les a vus passer. On va écouter tout à l'heure en fond leur petit morceaux. Quelles sont les difficultés que les personnes handicapées rencontrent, notamment les enfants? On va parler des enfants. C'est d'abord l'intégration scolaire, il ne faut pas se le cacher. C'est assez difficile quand on est en situation de handicap d'avoir un cursus scolaire traditionnel et des heures scolaires comme tous les autres enfants finalement. Il y a aussi l'accès aux loisirs parce que voilà, quand on veut inscrire son enfant dans un club de sport et qu'il a des difficultés, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des clubs de sport très ouverts, mais il y en a d'autres qu'il faut convaincre. Et par la suite, c'est l'accès aux stages, aux emplois. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore. C'est clair, c'est clair. C'est bien en même temps, ça vous fait une activité. Ça nous fait du travail. Absolument. Et alors, quels sont vos projets maintenant? Vous allez donc organiser ce festival les 22 et 23 avril, et puis alors après? Alors après, on a une journée ludique, en fait, une après-midi ludique le 28 mai, toujours à Nexon. C'est en partenariat avec la Marelle Limousine, où en fait, on fait des jeux ensemble, le but étant d'être ensemble. Et puis on a notre projet d'aide alimentaire pour les personnes en situation difficile. On me dit dans l'oreillette, on va regarder l'Axamax et la Nomade Statique. On regarde. Quand c'est la fin du mois, que les huissiers frappent chez toi, quand tu rentres et que la tuerie n'est pas vraiment seule dans ton lit, quand tu sors de chez le coiffeur avec une tête de chou-fleur, tu te rends compte que ta nounou est une femme de main du trou. Faut pas te laisser aller, il faut te bouger. Un pas reculons pour prendre ton élan. Ah, ça promet, ça. Ça va être une bonne soirée. Donc, l'Axamax et la Nomade Statique, ils seront en concert. Donc, c'est le 23, c'est ça, le 23 avril. Écoutez, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous souhaite plein de belles choses. Et puis, on va retrouver quelqu'un aussi qui se bat beaucoup pour l'accessibilité. Vous la connaissez. Oui. C'est Anne-Marie Roca. C'est l'invité de Christophe. Merci à toutes les deux. Oui, le lien est tout trouvé puisque Anne-Marie, vous connaissez Marjorie, bien évidemment. Je vous connais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, ça va bien? Très bien. Voilà, ça c'est le signe. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors des premières séquences accessibilité, bonjour. Bonjour. Ça va?
et ça va bien. Bonjour Christophe. Ah oui, je suis tellement touché par ça. Vous avez inventé un signe pour dire Christophe, j'adore. Ça m'a beaucoup touché. Avec Anne-Marie, on va vous proposer des idées de sortie et des idées de sortie traduites en langue des signes. La première d'entre elles nous amène à Bordeaux, Anne-Marie. Oui, donc du 20 au 28 mai, donc il y a le Salon de l'agriculture à Bordeaux. L'entrée est gratuite pour les personnes en situation de handicap. C'est plutôt une bonne idée. C'est de 10h jusqu'à 20h. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est très bien. Ah oui. Alors ça, c'est à Bordeaux, le salon de l'agriculture. Et puis à Fétia, c'est en Limousin, juste à côté de Limoges, il y aura une journée le 13 mai importante. Donc c'est juste à côté de Limoges, c'est à Fétia. Le 13 mai, il y a la journée, ce qu'on appelle handicap et communication. Donc c'est de 9h le matin jusqu'à 6h le soir. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser et informer sur le thème du handicap. C'est pour les handicapés et pour les non-handicapés, les valides. C'est pour tout le monde. L'entrée est gratuite. Alors je sais que vous êtes tous gourmands, que vous commencez à avoir des taches rouges chez les primeurs. Ça s'appelle des fraises et c'est Beaulieu sur Dordogne qui fête la fraise. C'est ça, donc c'est le 14 mai, donc à Beaulieu, c'est en Corrèze, et c'est la fête de la fraise. Avec la tarte géante. Et là, il y a une tarte, mais alors géante. Alors, si vous habitez du côté de la Charente-Maritime et que vous allez vous balader sur l'île d'Oléron, là, c'est une course vraiment solidaire. Quand on parle de solidarité, on y est, c'est à Saint-Trojan. C'est ça, donc c'est le 27 mai. C'est les 11e championnats du monde de Joëlette. La Joëlette, c'est quoi? C'est une personne en situation de handicap qui est assise et 4 personnes qui portent. C'est génial comme idée. Sur un circuit de 12 km. Et c'est pour toutes les personnes en situation de handicap. Ça permet de créer des liens. Voilà. Ensemble, tous ensemble. Il y a le musée de l'île d'Oléron, puisqu'on est sur l'île d'Oléron, qu'il faut visiter. Oui. Donc il y a un musée sur l'île d'Oléron et ça permet de découvrir l'histoire de l'île d'Oléron. De la culture, de la gourmandise, tout va très bien. On va pas faire de politique, mais on va juste rappeler à ceux qui vous regardent que s'ils ne sont pas là lors des journées d'élection, pour les présidentielles et pour les législatives, ils peuvent voter par procuration. C'est ça. Donc si vous ne pouvez pas voter, vous avez la possibilité de faire un vote par procuration. C'est-à-dire, comment? Donc, vous désignez une personne. Alors, il faut qu'elle ait une carte d'électeur, bien sûr, et qu'elle habite la même ville, village que vous. Ensuite, vous vous rendez soit au commissariat de police, soit à la gendarmerie, soit au tribunal, avec la carte d'identité. Et ensuite, on vous remettra un imprimé que vous allez remplir. Voilà. C'est tout simple de voter par procuration. Comme ça, pas vous trop en savez attendre, beaucoup. parce qu'après, il va y avoir du monde. Oui, il faut le faire maintenant. Mieux le faire maintenant. Merci beaucoup. Bon, comment on dit bon week-end de Pâques? Bon week-end. Je vous offre des œufs de Pâques. Merci. Vous êtes gourmande. Chocolat. Ouais, du chocolat. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va se faire une petite dégustation tous ensemble, d'accord? Merci beaucoup, Anne-Marie. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous embrasse. Vous en savez plus. J'adore cette séquence. Si vous souhaitez réagir à tout ce qu'on partage avec vous, avec Anne-Marie, avec Delphine, sur le Futuroscope, sur le musée de la Résistance ou sur les marionnettes d'Angoulême, vous pouvez le faire en allant sur nos pages Facebook en Aquitaine, en Limousin, en Poitou-Charentes, ou tout simplement nous écrire aussi à l'adresse nam@francetv.fr. On va prendre maintenant la direction du Pays Basque, direction l'aquarium de Biarritz. L'aquarium de Biarritz accueille depuis maintenant quelques jours une nouvelle pensionnaire. Et c'est là un événement. Pour tout vous dire, Jean-Baptiste Nuremberg est notre invité. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Christophe. Jean-Baptiste, on m'a dit que vous étiez un passionné. Vous êtes soigneur à l'aquarium de La Rochelle. Avant de parler de la tortue Kawan... De Biarritz. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? De La Rochelle. Oh là là, alors là vous avez le droit de me lancer des œufs et des tomates. Ah oui, là vous avez quelques centaines de kilomètres un peu de... Ouais, non mais là vous avez le droit de me fâcher. Vous avez le droit de me fâcher. C'est parce qu'on était sur l'île d'Oléron et du coup, pam, je pensais à mon week-end, je pars à Royan juste après l'émission. Voilà, je suis tout excusé. Bon. Alors on est bien à Biarritz et vous êtes soigneur à l'aquarium de Biarritz. Oui. Vous accueillez dans l'aquarium de Biarritz depuis quelques jours à l'aquarium de Biarritz une tortue Kawan dans l'aquarium de Biarritz. Ça va, j'ai rattrapé. Vous êtes un passionné. D'où vous vient cette passion, Jean-Baptiste? Bah écoutez, moi depuis tout petit, j'adore en fait le milieu aquatique et tout ça.
Et j'ai décidé en fait d'en faire un métier pour justement continuer à exercer ma passion dans la vie de tous les jours, on va dire. Ça fait quelques jours maintenant que vous accueillez une nouvelle pensionnaire dans l'aquarium de Biarritz. Il faut nous la présenter. C'est une tortue kawan. Voilà, c'est une tortue kawan. Donc en fait, elle s'est échouée il y a un moment, puisqu'elle s'est échouée il y a 17 ans sur les côtes bretonnes. Elle avait été récupérée à l'époque par l'aquarium du Croisic. Et en fait, ils l'ont appelée Alice. Donc en fait, elle a un petit nom, cette tortue. Et 17 ans plus tard, elle faisait à l'époque 30 cm de carapace. Et 17 ans plus tard, maintenant, elle fait quasiment 100 kg pour 120 cm de carapace. Voilà. Donc, belle en fait, demoiselle. C'est des animaux qui... Voilà, exactement. C'est des animaux qui sont très imposants. Et étant donné qu'on a les structures adaptées à l'aquarium, on a décidé avec l'aquarium de Biarritz de récupérer en fait la fameuse Alice pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Alors Jean-Baptiste, on a du mal à imaginer que des tortues comme celle-ci puissent s'échouer sur nos côtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles y vivent aussi? En fait, voilà, là on est vraiment... elles y vivent... Malheureusement, on va dire que les gens n'y pensent pas souvent, mais c'est vrai que les populations ont énormément chuté. On fait souvent référence aux fameux sacs plastiques que les tortues confondent, par exemple avec des méduses dont elles se nourrissent. Donc du coup, c'est vrai que tout ça a fait que les populations ont régressé, et maintenant les tortues, par exemple les tortues kawan, sont des espèces très menacées. Mais tous les ans, en fait, on va récupérer des tortues pendant justement les tempêtes qui ont lieu en fin d'hiver. Des tortues qui sont généralement amaigries ou qui vont se perdre, on va les récupérer en fait, nous échouer sur les plages, sur les côtes atlantiques. D'accord. Et ensuite, en général, on va se contenter de tout faire pour les sauver et de repartir en fait dans le milieu naturel. Mais c'est pas des choses qui sont anecdotiques, en fait, c'est des choses qui arrivent très régulièrement. Jean-Baptiste, comment s'est passé le transfert jusqu'à l'aquarium de Biarritz? Écoutez, on a tendance en fait à penser que, étant donné que c'est une tortue marine, on va faire ça dans des cuves, on va dire en eau. En fait, non, c'est un animal qui respire de l'air comme vous et moi. Donc, si vous voulez, le transfert va se faire à sec. Il faut juste prendre certaines précautions, c'est-à-dire s'arrêter régulièrement pour voir justement le bien-être de l'animal, l'humidifier au maximum, donc la carapace, les yeux. Eh oui. Voilà. Faire très attention aux pattes. Et ensuite, avoir un camion en fait qui régule la température. Ce sont des animaux qui sont à sang froid, donc leur température corporelle est égale à celle de l'air ambiant. Donc en fait, on va dire un camion qui permettait de gérer en fait l'air ambiant. Et ensuite, du camion jusque dans le bassin, le transfert se fait en civière. Et étant donné qu'elle faisait 100 kg, elle a nécessité 4 soigneurs, voilà, pour en fait arriver pour porter la demoiselle. Ça veut dire que la tortue kawan que vous accueillez à l'aquarium de Biarritz agrandit la famille déjà importante des tortues de l'aquarium, entre autres, parce que vous avez d'autres collections, bien sûr. Exactement, en fait. Donc la tortue, elle va rejoindre 2 autres tortues plus petites, donc une autre kawan et une tortue verte. Donc ce sont 2 tortues qui font à peu près une 50aine de kilos, donc l'autre est beaucoup plus imposante. Du coup, elle est facilement reconnaissable si jamais vous venez visiter l'aquarium. Bien sûr. Et en fait, notre inconnu réel, c'était un petit peu la cohabitation, parce qu'au moment du transfert, si vous voulez, on pouvait pas... Vous pouviez pas deviner, on pouvait gérer, si vous voulez, on pouvait gérer le transfert de l'animal, son bien-être, mais à l'arrivée dans le bassin, on avait une petite inconnue, c'était la cohabitation en fait avec les autres colocataires. Et du coup, ça se passe comment? En fait, l'acclimatation s'est très bien passée. Au début, vous avez toujours un petit instinct de territorialité. Ouais. Et ensuite, voilà, après, c'est quelque chose, c'est une acclimatation qui se fait sur quelques jours. Et ensuite, petit à petit, on va dire tout le monde reprend sa place dans le bassin et l'animal va recommencer tout doucement à s'alimenter et tout ça. Alors, je suis en train de montrer le site que j'ai sur ce bureau-là de l'aquarium de Biarritz. Il y a bien sûr les phoques, les requins dont on a déjà parlé ici. Cette fameuse tortue kawan, on peut d'ores et déjà la voir dans les bassins de Biarritz? Exactement, puisqu'en fait, elle a été mise dans le bassin qui s'appelle chez nous la grotte, en fait. Donc, elle est justement aux yeux des visiteurs. Vous pourrez la voir. On nourrit généralement 3 fois par semaine, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Et vous pourrez la voir donc évoluer avec les 2 autres tortues, mais aussi les mérous, les bars et d'autres espèces en fait du golfe de Gascogne. Et puis regardez, Guillaume va nous montrer tous les résidents, c'est joli ce terme-là, de l'aquarium de Biarritz, sur le site de l'aquarium de Biarritz. C'est sur ce site-là que vous pouvez préparer votre visite à l'aquarium de Biarritz et puis d'aller découvrir cette tortue qui est absolument superbe, jolie demoiselle, vous l'avez vu. Et je voulais souligner le travail remarquable qui est fait par les soigneurs, les biologistes de l'aquarium de Biarritz pour préserver des espèces qui sont forcément en danger, et si elles le sont,
c'est malheureusement souvent de la responsabilité de l'homme. Soyons responsables. Et le travail que vous faites est remarquable. Je voulais le saluer. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci. Merci. Et gardez cette passion-là. Elle est contagieuse. Merci à vous. Bon week-end de Pâques du côté de Biarritz. On va accueillir Sandra. C'est la gagnante du jour. Bonjour, Sandra. Eh bien, bonjour à toi, Christophe. Bonjour à vous, à toute l'équipe. Super, je suis contente d'être avec vous. C'est vrai, vous êtes la gagnante du jour. Dites donc, il y avait un mot-clé à dire. Est-ce que vous l'avez dit à Anthony? Oui. Vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit bonjour, bonne Pâques. Vous lui avez pas dit bonjour, mon lapin? J'ai pas osé. Vous n'avez pas osé. Bon, je vais demander à Myriam de me rejoindre avec Delphine et tous les invités. On va terminer et chacun va récupérer un petit morceau de chocolat sur le plateau pour terminer en dégustation. Sandra, je vous offre la cuisine Nikkei. Waouh. Alors ça, vous allez vous régaler si vous aimez cuisiner. C'est un mélange entre la cuisine japonaise et puis la cuisine américaine du Sud. C'est top. Honnêtement, il y a des super recettes. Et puis ce livre de 1 à 3 ans, la grande aventure de l'autonomie, voilà qui devrait vous faire plaisir. Et comme on a parlé du Futuroscope, ces magazines pour pénétrer dans les coulisses du Futuroscope, dont Laure vous a parlé il y a quelques instants. Je vous souhaite un très beau week-end. Mais c'est moi qui vous souhaite un excellent week-end, à tous les Néo-Aquitains aussi, et je vous remercie vivement. Voilà. Merci beaucoup Sandra pour votre fidélité. Je suis sûr que vous serez avec nous le 2 mai. On prend 2 semaines de vacances. Congé scolaire oblige. On va vous préparer de très belles émissions du 2 mai jusqu'à l'été. Vous avez le droit de partager un morceau de chocolat. Rapprochez-vous. Myriam, Jennifer, allez-y, croquez dans le chocolat. Tapez dans la poule. Benoît a mangé toute sa poule. Je vous embrasse. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, Pascal. Ah ouais, dès qu'il y a du chocolat, ça parle un petit peu, hein. Les gourmands sont là. Un excellent week-end. Dans quelques instants, Vincent Ferniaud et Midi en France. C'est un bonheur de partager chaque jour votre matinée. Prenez soin de vous, toujours. À très bientôt, les amis. Le 2 mai, on se donne rendez-vous. Je vous embrasse. Salut. Il reste du chocolat ou quoi? Ouais, bon, allez. Les amis, sous un soleil qui ne nous quitte plus ici au Havre.